Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce livre est issu d'un travail de remaniement de la thèse en philosophie que je viens de soutenir à Sorbonne, intitulé Cogito, sujet et subjectivité chez Foucault. En effet, nos recherches sur l'histoire foucaldienne du cogito, du sujet de connaissance, du sujet ou de la subjectivité apparaissent un peu ambitieuses, parce que nous nous permettons de suivre la trajectoire longue et diverse des recherches foucaldiennes, depuis son premier livre matriciel en 1961, L'histoire de la folie à l'âge classique, en passant par son deuxième livre, Les mots et les choses, jusqu'à ses dernières publications de L', Histoire de la sexualité et les derniers cours au Collège de France de 1980 à 1984. Le détour et le retour du problème du sujet. Pourtant, nous trouvons qu'une telle recherche est nécessaire et inévitable pour comprendre les travaux foucaldiens sur les problématisations de la théorie du sujet. D'un côté, nos recherches sont nécessaires parce que l'enjeu de la remise en question de la théorie du sujet de Foucault se situe sur les formes de rationalité que le sujet humain s'appliquait à lui-même, et ces formes de rationalité ne se trouvent qu'à l'intérieur même de l'histoire, et à travers les conditions politiques et économiques, qui ne s'imposent pas de l'extérieur au sujet de connaissance, mais qui sont elles-mêmes constitutives du sujet de connaissance. D'où la réélaboration de la théorie du sujet de Foucault ne peut être faite que dans ses archéologies sur les époques antiques, classiques et modernes, dans ses généalogies sur les constitutions du sujet fou, malade, criminel et sexuel. Et pour cette réélaboration, Foucault a consacré toutes ses recherches de l'histoire de la folie jusqu'au courage de la vérité. Quant à nous nous aventurons à retracer cette réélaboration foucaldienne, nous nous efforçons de viser les mêmes processus de constitution du sujet dans de multiples historicités. Il est difficile d'éviter une recherche longue et diverse du même type. Surtout, quand il s'agit de retracer ces processus historiques à travers les travaux de Foucault lui-même, les travaux de recherche qu'il avance petit à petit pendant sa vie d'archéologue, de généalogue ou d'archiviste. Nos recherches ne peuvent pas faire une double archéologie ou généalogie à la fois sur les œuvres variantes que Foucault affronte et sur ses propres œuvres copieuses. Ce cogito, nous le comprenons comme ce que Foucault appelle le sujet de connaissance. Il est essentiel non pas dans le sens de la philosophie du sujet qui le considère comme fondement et condition de la connaissance, mais dans le sens qu'il fasse partie du sujet connaissant comme une unité naturellement libre qui est décomposée et sacrifiée par le savoir, pour devenir pure spéculation soumise aux seules exigences de la raison. Ce sujet, nous le comprenons dans ce que Foucault appelle le dilemme du sujet, et ce que nous appelons le piège kantien, où le sujet est à la fois constitué et constituant, où il y a une réciprocité entre ces deux dimensions du sujet à la fois mue par le pouvoir et cherchant le pouvoir dans l'histoire. C'est aussi en ce sens que nous comprenons cette subjectivité, qui est pour Foucault conçue comme ce qui se constitue et se transforme dans le rapport qu'elle a à sa propre vérité. Par conséquent, notre réflexion sur le cogito, sujet, subjectivité chez Foucault comme Foucault le dit, pas de théorie du sujet indépendante du rapport à la vérité, est plutôt une réflexion sur le rapport entre le sujet et la vérité. Seulement pour Foucault ce rapport, dilemme, même s'il est réciproque dans l'histoire, il ne faut pas le conduire dans la direction, comme chez Chomsky par exemple, de réintroduire le dilemme du sujet dans le domaine de l'analyse grammaticale, mais d'introduire le point de vue de la compréhension, de ses règles, de ses systèmes, de ses transformations de totalité dans le jeu de la connaissance individuelle, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce dilemme du sujet compromette la vérité scientifique, il faut le remettre dans son propre jeu de la connaissance individuelle. C'est au niveau du jeu de la connaissance individuelle que le thème de cogito, sujet, subjectivité, nous paraît essentiel, puisque le sujet individuel se présente comme une source de la force active qui pénètre dans ce qu'il envisage. Au moment où l'homme n'agit plus passivement dans certaines circonstances, où il désire vivre ou vivre mieux, où il ne se conforme pas à ce qui lui est donné, il semble qu'il émerge une sorte d'activité, de volonté et de liberté de l'homme, il se définit ainsi comme un sujet humain. La souveraineté du sujet antique envisage la nature, celle du sujet médiéval se trouve en face de Dieu, celle du sujet classique se loge dans la découverte de la science, et notre souveraineté, celle du sujet moderne, affronte le présent qui porte le double fardeau,
celui de l'histoire et de l'avenir, d'histoire du sujet, des différents modes de subjectivation de nous-mêmes, des modes d'objectivation qui transforment les êtres humains en sujets. C'est ce que Foucault nous a appris de plus essentiel sur le problème du sujet. Cette leçon se situe d'abord non pas dans les œuvres que Foucault a écrites, qui ont fait évoluer ou témoignent de l'évolution de plusieurs domaines des sciences humaines, mais dans son choix philosophique et politique, dans lequel il se loge lui-même. Pour moi, la politique a été l'occasion de faire une expérience à la Nietzsche ou à la bataille. Pour quelqu'un qui avait 20 ans au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui n'avait pas été porté par la morale de la guerre, que pouvait bien être la politique quand il s'agissait de choisir entre l'Amérique de Truman et l'URSS de Staline? Entre la vieille SFIO et la démocratie chrétienne? Devenir un intellectuel bourgeois, professeur, journaliste, écrivain ou autre dans un monde pareil était intolérable. L'expérience de la guerre nous avait démontré la nécessité et l'urgence d'une société radicalement différente de celle dans laquelle nous vivions. Face à tout cela, une grande partie de la jeunesse française avait eu une réaction de dégoût total. On désirait un monde et une société non seulement différents, mais qui auraient été un autre nous-mêmes. On voulait être complètement autre dans un monde complètement autre. Aussi bien l'hégélianisme qui nous était proposé à l'université avec son modèle d'intelligibilité continue de l'histoire, n'était-il pas en mesure de nous satisfaire. Ainsi que la phénoménologie et l'existentialisme, qui maintenaient le primat du sujet et sa valeur fondamentale. Pour nous aussi, faire une expérience à la Foucault, et d'abord faire une expérience à la fois philosophique et politique. Cette politique n'est pas seulement la politique étroitement liée au présent, par exemple, le présent du développement à pleine vitesse de l'économie mondiale, mais aussi la politique historiquement constituée par le passé, par l'histoire de la guerre, non seulement de la guerre au XXe siècle, mais aussi celle du XIXe siècle. Nous, une grande partie de la jeunesse chinoise, qui n'étions pas encore nés au moment où les révolutionnaires communistes ont choisi notre chemin, qui avaient presque le même âge que la capitalisation de notre société non démocratique, nous avons le même dégoût ou même le pire de tous les dégoûts, le dégoût réprimé. Pourtant, ce n'est pas le dégoût de vivre la même erreur que la société précédente, mais le dégoût de vivre le choix que nous n'avons pas choisi, de vivre sans aucune possibilité de choisir, non seulement collectivement la politique, mais aussi individuellement l'éthique. Mais en Chine, ce dégoût ne conduit pas encore comme chez Foucault à une insatisfaction ou une inquiétude à la fois de l'hégélianisme et de la phénoménologie. Au contraire, la philosophie hégélienne et phénoménologique prolifère chez la plupart des intellectuels chinois comme une confiance de la vérité et une arme de la lutte contre le pouvoir politique. Ainsi se trouve la première raison pour laquelle la recherche foucaldienne nous intéresse. Ce n'est pas seulement la volonté d'être autrement, d'être libre, mais surtout la réflexion foucaldienne sur cette volonté. Cette volonté déclarée en 1978 se manifeste dans la première recherche foucaldienne sur l'interprétation du rêve de Binswanger en 1954, en rompant avec cette objectivité qui fascine la conscience vigile et en restituant au sujet humain sa liberté radicale. Le rêve dévoile paradoxalement le mouvement de la liberté vers le monde, le point originaire à partir duquel la liberté se fait monde. Cette rupture avec un certain monde objectif et cette restitution d'une certaine liberté radicale au sujet humain, tout comme la volonté d'être autrement, rejoignent aussi les dernières recherches foucaldiennes sur la spiritualité stoïcienne, faire l'âme grande, mégalo Frosounet, comme chez Aurel ou faire l'âme petite comme chez Sénèque. Ces thèmes de s'affranchir du monde donné traversent presque toutes les périodes des recherches foucaldiennes, n'échappent pas au fonctionnement d'une certaine conscience, d'un certain cogito, d'un certain sujet, à la fois de Foucault lui-même et de ses objets de recherche. Or, cette sphère immédiate qui se creuse devant le sujet, qui s'appelle cogito depuis Titus Maxius Plotu, est reconnue déjà par Foucault comme espace nivelé et socialisé, depuis son article en 1954. Cette perception foucaldienne d'un libre mouvement du cogito, par exemple le rêve, n'apparaît pas comme un autre monde. Rêver n'est pas une autre façon de faire l'expérience d'un autre monde, c'est pour le sujet qui rêve la manière radicale de faire l'expérience de son monde, et si cette manière est à ce point radicale, c'est que l'existence ne s'y annonce pas comme étant le monde. Ce point de vue provient probablement de Freud,
puisque Freud avait rencontré dans le rêve les signes d'une mise en situation du rêveur lui-même à l'intérieur du drame onirique, comme si le rêve ne se contentait pas de symboliser et de dire en images l'histoire d'expériences antérieures, comme s'il faisait le tour de l'existence tout entière du sujet. Cette implication d'une existence tout entière du sujet, même si elle se manifeste premièrement à travers le cogito, la conscience, le sujet méditant, dépasse tout de suite son lieu de naissance, le domaine d'un vide symbolique du monde. L'inconscient freudien n'est pas une affaire de la conscience, l'impensé du cogito n'est pas le cogito. D'où Foucault dit : je ne nie pas le cogito. Je me limite à observer que sa fécondité méthodologique n'est finalement pas aussi grande que ce que l'on avait pu croire, et que, en tout cas, nous pouvons réaliser aujourd'hui des descriptions qui me paraissent objectives et positives, en nous passant totalement du cogito. Il est tout de même significatif que j'ai pu décrire des structures de savoir dans leur ensemble, sans jamais me référer au cogito, bien qu'on ait été convaincu depuis plusieurs siècles de l'impossibilité d'analyser la connaissance sans partir du cogito. Ce qu'on comprend chez Foucault comme une négation du cogito, de la conscience, du sujet, est effectivement une négation du primat du cogito, du sujet et de sa conscience. C'est justement cette entreprise existentialiste ou phénoménologique du cogito, de la conscience et du sujet comme fondement du savoir et comme libération de l'homme, dans laquelle l'homme se donne comme son propre objet de connaissance pour qu'il puisse devenir sujet de sa propre liberté et de sa propre existence que Foucault remet en question. Ce fameux homme, cette nature humaine ou cette essence humaine ou ce propre de l'homme, on ne l'a jamais trouvé. À tel point, après ruiner la souveraineté du sujet, soit de la manière de faire confronter la constitution du cogito fou et celle du cogito raisonnable, soit de la manière de faire apparaître les conditions et les formes de cette constitution du sujet connaissant, il s'agissait donc de réintroduire le problème du sujet que j'avais plus ou moins laissé de côté dans mes premières études et d'essayer d'en suivre les cheminements ou les difficultés à travers toute son histoire. Mais ce retour est vers une nouvelle dimension, un nouveau domaine et de nouvelles époques. C'est la dimension d'un triptyque qui concerne et lie les trois anciens axes, pouvoir, savoir et sujet. C'est le domaine de la sexualité qui implique à la fois le rapport entre sujet et pouvoir et le rapport entre sujet et vérité. Ce sont les époques de l'Antiquité qui sont à la fois en dehors et en dedans de notre modernité. Ce livre est justement destiné à discuter de ce retour de Foucault sur le problème du sujet. Cette partie de la recherche foucaldienne nous intéresse non seulement parce qu'elle complétera ce que Foucault avait laissé de côté dans ses premières études et permet de retrouver la subjectivité qu'il avait ruinée, dans le cogito et le sujet de l'âge classique jusqu'à nos jours, mais aussi parce qu'il traitera du problème de la liberté et de la tradition, de la spiritualité et de l'activisme. Ces problématisations foucaldiennes correspondent à la confrontation actuelle en Chine ou dans le monde entier entre le libéralisme américain et le conservatisme, du confucianisme et du maoïsme. Lorsque sous la pression de l'économie capitaliste, la tentative de démocratie en Chine ou dans d'autres pays se limite à imiter le modèle actuel de l'Occident, et particulièrement le modèle américain, elle manque de réflexion par rapport à nos propres problèmes issus de nos traditions historiques et par rapport aux problèmes propres de la démocratie et du capitalisme. Tout cela donne une valeur particulière et essentielle à la recherche foucaldienne des dernières années. L'Aufklärung de la subjectivité. Dans les recherches de Foucault lui-même, l'histoire du sujet connaissant à partir de la Renaissance à l'âge classique et jusqu'à l'âge moderne est indissociable des dispositifs de la ressemblance, de la représentation et de la signification. Elle est si profondément liée et occultée sous l'ombre du langage, une des choses qui sont à la fois en elle-même et transformées par la connaissance de l'homme, que l'on est finalement pris dans le piège circulaire du dilemme sujet-objet, quand il y a quelqu'un qui joue la critique comme une police de facilité qui demande la justification d'autres sans justifier sa propre loi. Cependant, ce n'est pas la faute de la critique, parce qu'elle n'existe qu'en rapport avec autre chose qu'elle-même. Elle est instrument, moyen pour un avenir ou une vérité qu'elle ne saura pas et qu'elle ne sera pas. En ce sens, la critique kantienne est comme une police qui demande la justification du savoir aux citoyens, sans se rendre compte qu'elle est elle-même une citoyenne, que la loi selon laquelle elle peut faire la police manque de police. Pourtant, le problème ou l'événement que Kant introduit n'est pas qu'une critique non fondée qui ne peut pas demander le fondement des autres, mais bien d'autres choses.
La première est l'attitude critique, en face et comme contrepartie, ou plutôt comme partenaire et adversaire à la fois des arts de gouverner, comme manière de s'en méfier, de les récuser, de les limiter, de leur trouver une juste mesure, de les transformer, de chercher à échapper à ces arts de gouverner ou en tout cas à les déplacer, à titre de réticence essentielle, mais aussi et par là même comme ligne de développement des arts de gouverner. Cette attitude de n'être pas tellement gouverné, que le sujet connaissant se donne soi-même, lui permet de mettre en question le droit et le pouvoir sur son propre discours de vérité. La deuxième est la lumière, l'Aufklärung qui permet à l'homme de sortir de sa minorité par l'usage de sa propre raison. Désormais, l'humanité est à la fois l'un des éléments et le seul agent de la vérité, ils peuvent en être les acteurs dans la mesure où ils en font partie, et il se produit dans la mesure où les hommes décident d'en être les acteurs volontaires. C'est à peu près la version philosophique des Vous obéissez, et vous pourrez raisonner autant que vous voudrez, de Frédéric II de Prusse. Ainsi, finalement, la critique pour n'être pas tellement gouverné n'a pas transformé l'humilité chrétienne des Vous obéissez, ne raisonnez pas, à une humanité comme majeure qui n'a rien à obéir, mais à l'homme lui-même, à sa propre raison. Cet événement 1784, à la fin du XVIIIe siècle, inaugure la modernité ou plutôt le piège kantien dont on n'est pas encore sorti, que ce soit la gauche allemande qui demande de quels excès de pouvoir, de quelle gouvernementalisation, d'autant plus incontournable qu'elle se justifie en raison, cette raison elle-même n'est-elle pas historiquement responsable ? Ou que ce soit le droit français qui mise en accusation historique de la raison ou de la rationalisation au nom des effets de pouvoir qu'elle porte avec elle, par la Révolution, ou encore les débats sans fin entre les sciences humaines et les contre-sciences. Or, si l'on est encore ou plutôt toujours dans l'ombre des lumières de l'humanité, il y a au moins une chose qui est inévitable et irréductible, c'est l'inservitude volontaire, ou l'indocilité réfléchie. C'est la constitution de soi-même comme sujet autonome, c'est de reprendre toujours les modes d'être du sujet historique avec celui du sujet présent. On doit échapper à l'alternative du dehors et du dedans, il faut être aux frontières. C'est sans doute la meilleure façon d'envisager la critique ou plutôt le piège kantien, aux frontières entre les discours du sujet de vérité et les dispositifs du sujet de véridiction, entre le sujet pragmatique et le pouvoir du discours vrai, entre la parole libre du sujet normatif et la vérité du présent. Cela, Foucault l'appelle l'ontologie critique de nous-mêmes, où la critique est à la fois l'analyse historique des limites qui nous sont posées, et à l'épreuve de leur franchissement possible. C'est aussi ce que Foucault joue dans l'archéologie et la généalogie. La rationalité humaine est une sorte d'agent technologique, l'inservitude est une sorte de jeu stratégique, tous les deux ne servent à rien d'autre qu'à liberté. Bref, le travail aux frontières, c'est un labeur patient qui donne forme à l'impatience de la liberté. Le labeur patient de Foucault commence par distinguer deux manières différentes de poser la question du rapport entre subjectivité et vérité. La première manière de poser cette question est celle dans laquelle la critique kantienne devient un piège contemplatif. C'est la manière philosophique qui, depuis Platon, demande la condition et la possibilité de la connaissance vraie par le sujet connaissant. La deuxième est celle des positivistes, comme les scientifiques des sciences humaines ou des contre-sciences, qui s'interrogent sur la condition et la possibilité de la connaissance vraie à partir des expériences subjectives du sujet connaissant. La recherche des mots et les choses montre l'échec inévitable de ces deux chemins, à cause justement de leur manière de poser la question. En ce sens, au lieu d'être un nouveau départ, Kant est plutôt une clôture fatale du savoir humain. Même les problèmes kantiens ont sans doute des origines bien plus lointaines que ces 15e-16e siècles. De sorte que si l'on n'est pas encore sorti du piège kantien, ce n'est pas parce que l'on est encore dans la modernité en tant qu'époque, mais parce que l'on se rend compte, sans doute pour la première fois, du problème du rapport entre subjectivité et vérité, qui est un cercle du sujet aux objets. Ce savoir ou plutôt cette conscience est ineffaçable. De ce point de vue, lorsque Foucault est chronologiquement post-kantien, il n'y échappe pas. Ses longs travaux sur la folie, la maladie, le crime ou la sexualité ne révèlent que le même problème du rapport entre la subjectivité et la vérité. Comment le rapport que nous avons à nous-mêmes se trouve affecté, modifié, transformé, charpenté par l'existence de ce discours vrai et les effets qu'il induit, par les obligations qu'il impose et les promesses qu'il suggère ou formule.
Le problème ne se trouve donc pas dans l'épistémologie où on demande comment il est possible d'accéder à la vérité, ni chez les positivistes qui demandent comment une expérience subjective peut permettre d'avoir l'accès à la vérité. Du point de vue historique, la vérité est une question de fait. Il y a un certain nombre de discours vrais concernant le sujet qui, indépendamment de leur valeur universelle de vérité, fonctionnent, circulent, ont le poids de la vérité et sont admis pour tels. Si l'on demande directement comment accéder à ces vérités données, c'est déjà une détermination a priori et universelle d'une certaine vérité, une décision déjà faite par le choix du sujet connaissant. Ce que Foucault demande est qu'en face de ces vérités ou de ces obligations données, quelle expérience le sujet peut-il faire de lui-même? Quel rapport le sujet a-t-il à lui-même? Quels sont les effets sur cette subjectivité de l'existence d'un discours qui prétend dire sur elle la vérité? Autrement dit, en face de la vérité, quelle est la subjectivité de nous-mêmes? L'attitude critique est un exemple de la subjectivité, dans laquelle l'obéissance n'est pas la seule chose à faire en face de la vérité. Bien que la critique ne fasse pas loi, mais en tant que sujet de la subjectivité, on a toujours le droit de critiquer, de se mettre comme une police, au lieu d'être un citoyen obéissant sans condition. Mais ce n'est pas tout. La critique n'est qu'une subjectivité négative qui met en question à la fois la subjectivité et la vérité. La manière historico-philosophique de problématisation foucaldienne, cette réaction positive de la critique kantienne, reconstitue le problème traditionnel de la philosophie ou des positivistes en 3 points. En premier lieu, la subjectivité n'est plus ce qui est préalable et universel au sujet. Il ne s'agit plus absolument d'une expérience originaire ou fondatrice de l'homme. La subjectivité n'est pas obligatoirement anthropologique, lorsqu'elle est mise en question comme ce qui se constitue et se transforme dans le rapport qu'elle a à sa propre vérité, elle est à la fois originaire de l'homme et reconstituable. En second lieu, la vérité n'est pas définie comme une connaissance universellement valable ni sur son contenu ni sur sa forme, elle est un système d'obligations, comme la psychiatrie, la criminologie ou le code d'actes sexuels, qui est considéré à certains moments historiques comme vrai. La question de la vérité ne porte donc pas sur l'universalité de son contenu ou de sa forme, mais sur le lien, l'obligation ou la politique qu'elle impose au sujet. En dernier lieu, le point de vue historique ne sert pas à montrer qu'il n'y a pas de vérité absolue et que la subjectivité est toujours relative, mais de quelle façon les subjectivités comme expérience de soi et des autres se constituent à travers les obligations de vérité, à travers les liens de ce qu'on pourrait appeler la véridiction, c'est-à-dire, au point de vue historique, la subjectivité manifestera ses caractères obtenus par la subjectivation des obligations de vérité, et ces caractères se différencieront selon les différentes périodes historiques, autrement dit, selon l'a priori historique de la vérité. Concernant ce dernier, pour la recherche des rapports entre vérité et subjectivité, le choix foucaldien de période est particulièrement inhabituel, il est ainsi significatif. Dans l'explication concernant la raison pour laquelle il choisit en 1981 la fable de l'éléphant comme blason moral de l'homme, Foucault découvre un lien entre la littérature chrétienne et la littérature païenne. C'est ce jeu, cette communication entre littérature païenne et littérature chrétienne qui m'a retenu et qui me retiendra. Le passage des auteurs du IIe siècle comme Élien et Pline, aux naturalistes du Moyen-Âge Aldrovandi, jusqu'aux théologiens du christianisme saint François de Sales, montre le même modèle de comportement sexuel comme celui de l'éléphant pour les êtres humains. Si on le considère comme une coïncidence historique ou une vérité universelle, on n'aura pas la perspicacité de Foucault qui pose une question étonnante. Le code de moralité sexuelle qu'on attribue au christianisme, est-ce qu'effectivement il lui appartient en propre? Sinon, quand s'est formée la morale chrétienne ou encore la morale de l'Occident moderne? Si le paganisme partage le même modèle de comportement sexuel avec le christianisme, l'idée qu'ils sont parfaitement distingués est évidemment une idée historiquement bien contestable et bien naïve. Comme la réflexion politique ou celle des sciences sur la période entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, autrement dit, au seuil de la modernité, est importante sur le sujet moderne. De même, la réflexion morale de la modernité relèvera un autre chemin pour le comprendre. Cela posera une question comme
Que s'est-il passé au 1er siècle de notre ère, au tournant de ce qu'on appelle une éthique païenne et une morale chrétienne? Lorsque la notion de judéo-christianisme, qui a été elle aussi si importante au XIXe siècle, a été liée à la notion de paganisme, elle avait été totalement impensable pendant des siècles et pendant des millénaires. C'est-à-dire, le seuil de la morale moderne au XIXe siècle n'est pas effectivement le seuil de la morale moderne, celle-ci est en effet un étrange mélange du paganisme, du judaïsme et du christianisme à une période plus lointaine, il mérite d'être déchiffré. Curieusement, accompagnant l'émergence de la critique kantienne qui critique l'auto-analyse du savoir, au XIXe siècle se sont formées deux grandes catégories de l'auto-analyse des sociétés occidentales. La catégorie socio-économique avec le capitalisme et la catégorie socio-religieuse avec le judéo-christianisme. Après le mouvement hégélien d'analyse judéo-chrétienne, le sommet d'analyse autour du judéo-christianisme et du paganisme de Feuerbach, l'analyse du capitalisme par le marxisme et la plus grande synthèse de l'auto-analyse religieuse et économique par Max Weber, le mélange de paganisme et de christianisme apparaît si facilement que Foucault a bien raison de douter de la distinction historiographique entre eux. C'est à ce point que Foucault s'amorce à l'époque hellénistique et romaine, qui est à la fois la fin du monde ancien et le début du christianisme, qui n'est pas seulement important pour la formation ou la transformation de la morale, mais aussi pour la possibilité de l'auto-analyse qui avance la date des origines lointaines des problèmes kantiens, par exemple, du dilemme sujet-objet. En ancrant à cette époque à la fin du monde grec et au début du monde chrétien, une chose ou une structure apparaît remarquable et décisive, c'est l'art de vivre. Pour les hellénistiques et romains, cet art de vivre peut couvrir les techniques pour envisager les moments difficiles de la vie, les arts de la rhétorique et même le régime général de l'existence dans la vie publique ou privée qui concerne à la fois l'âme et le corps. Il se distingue avec celui de christianisme de comment faire, comme un art de comment être. Il s'agit ainsi du statut ontologique du sujet dans la qualité d'être, comme la tranquillité ou la béatitude, et ceci ne peut être atteint que par un travail complexe à travers, premièrement un rapport aux autres, deuxièmement un certain rapport à la vérité, troisièmement un certain rapport à soi. En termes grecs, cette qualité d'être du sujet est exprimée par le mot bio. Ces trois rapports que les arts de vivre, techné péribion, doit couvrir sont la mathésis, la mélété et l'askésis. De là provient le thème principal des recherches foucaldiennes dans les dernières années. L'histoire du souci et des techniques de soi serait donc une manière de faire l'histoire de la subjectivité. Ce n'est plus une histoire de la subjectivité qui traverse les expériences de la folie, de la maladie, de la criminalité comme dans l'histoire de la folie, la naissance clinique et surveiller et punir, ni celle qui retrace les champs d'objectivité scientifique en donnant lieu au sujet vivant, parlant, travaillant comme dans les mots et les choses, mais à travers la mise en place et de transformation dans notre culture des rapports à soi-même, avec leur armature technique et leurs effets de savoir. Ce rapport à soi, cette armature technique, ces effets de savoir de l'Antiquité sont comme les foyers ou les matrices d'expérience comme la folie, la criminalité, la sexualité, à l'âge classique ou à notre époque. Elles manifestent trois axes que Foucault découvre comme l'essentiel dans les expériences du sujet à partir du christianisme jusqu'à Kant ou même de nos jours. L'axe de la formation des savoirs, l'axe de la normativité des comportements et enfin l'axe de la constitution des modes d'être du sujet. Elles trouvent leurs origines justement dans le souci de soi, dans ces techniques de soi, à travers trois rapports. Le rapport aux autres comme mathésis, le rapport à la vérité comme mélété et le rapport à soi comme askésis. C'est aussi sur ces trois axes à la fois modernes et anciens que Foucault donne sa réaction à la critique ou plutôt au piège kantien, tout en remplaçant 1. La théorie du savoir par l'analyse historique d'un rapport à la vérité à partir et du point de vue de l'analyse des pratiques discursives et de l'histoire des formes de véridiction. 2. La théorie du pouvoir par l'analyse historique d'un rapport aux autres, des procédures et technologies de gouvernementalité. 3. La théorie du sujet par L'. Analyse historique d'un rapport à soi, des modalités et techniques de cette pragmatique du sujet. Ces trois déplacements changent systématiquement le mode de recherche chez Foucault. Ces anciennes études de l'histoire de la subjectivité sur le champ traditionnel du savoir, du pouvoir ou du sujet, comme celles de la folie, de la maladie, de la criminalité, sont pris encore dans le dilemme du sujet-objet,
ou plutôt les expériences classiques et modernes elles-mêmes sont enfoncées dans le cercle du sujet connaissant et de l'objet à connaître. Mais à partir de l'analyse de la sexualité, à partir de l'amorce à la période hellénistique et romaine, ces déplacements, comme une réponse à la critique kantienne, comme les effets de perspective historique, ne s'appuient plus sur les trois champs traditionnels qui sont simultanés et indépendants, mais autour de trois axes qui se déplient et se replient à la fois épistémologiquement, ontologiquement et historiquement. Autrement dit, lorsqu'ils se nouent non seulement dans les trois champs de contenu, mais aussi à travers les époques de l'Antiquité au christianisme jusqu'à la modernité. La seule façon de les manifester est comme la stratégie foucaldienne en face du piège kantien. On doit échapper à l'alternative du dehors et du dedans, il faut être aux frontières. La dernière chose qu'il faut marquer par rapport à ces explications du choix de thèmes et de périodes dans les dernières recherches de Foucault, c'est que ces études sur le souci de soi, ou sur les techniques de soi ne doivent sans doute pas être considérées comme la conclusion ni la proposition finale de toutes ces recherches, puisque la mort de Foucault est effectivement imprévue pour nous comme pour lui-même, elle devient enfin un événement de la rupture de ses propres recherches comme ce qu'il recherche tout au long de sa vie. Et théoriquement, ces recherches concernant l'époque hellénistique et romaine ne servent guère de modèle à apprendre de notre propre art de vivre. Elles ont leurs propres significations irréductibles dans l'histoire de la subjectivité. Cela rappelle ce que Foucault nous apprend vraiment par ses dernières recherches, c'est que le plus important est « Qu'en est-il de nous ? Que devons-nous faire ? Comment devons-nous nous conduire s'il est vrai qu'il y a et qu'il doit y avoir une certaine vérité sur nous, et de surcroît une vérité ?» C'est à nous de faire l'usage de la vérité, révélée par Foucault. Si dans toutes les analyses de Foucault, on pourrait y reconnaître, comme il dit de lui-même dans les premiers cours au Collège de France, quelque chose autant de fragments pour une morphologie de la volonté de savoir, nous ne pouvons pas y voir un commencement originaire. D'une part, le début chronologique, que ce soit l'article en 1954 ou l'œuvre la plus populaire en 1961 ou ses premiers cours au Collège de France, a aucun sens pour les contenus d'analyse. De l'autre, le départ théorique, comme celui de l'histoire de la subjectivité qui commence par les analyses historiques d'expériences de la folie, de la maladie, de la criminalité qui se produit par les analyses de la sexualité, ne s'étend point comme une ligne droite et successive, et même pire, les remplacements des champs d'analyse reconstituent entièrement les fragments de la morphologie. Pourtant, nous ne pouvons retracer les indices de la reconstitution totale que par le groupe des fragments. Nous ne pouvons que dire le groupe des fragments, puisque dans les époques antiques que Foucault analyse dans sa dernière période, ces trois axes s'entrelacent et s'engendrent l'un l'autre. Par exemple, d'un côté, le déplacement de la volonté de savoir vers la volonté de vérité en 1970 à 1971 et la découverte du rapport indissociable entre subjectivité et vérité en 1980 à 1981 appartiennent à un même groupe comme celui du rapport à la vérité. De l'autre, ce rapport à la vérité servant de fondement des apostrophes. Analyse foucaldienne dans les années 70 se divise en trois axes des analyses reconstituées et entrecroisées dans les dernières années de Foucault, et ces trois axes se transforment même à l'intérieur de l'Antiquité. Réorganisation de la réflexion. Ainsi notre réflexion dans ce livre est pratiquement différente de celle de l'histoire de la folie ou celle des mots et les choses, pour la raison bien connue que l'histoire de la sexualité est non seulement tournée son orientation dans les deux derniers tomes, en termes foucaldiens, ces deux derniers tomes sont sous une toute autre forme, elle est aussi incomplète à cause du décès imprévu de Foucault. Mais comme le premier tome est un cycle de cours entrepris dans les années 1970 au Collège de France, celui des deux derniers et le quatrième sont probablement un cycle de cours entrepris dans les années 1980. Cette supposition peut être partiellement prouvée dans les parties correspondantes entre elles. Par exemple, les recherches sur le mariage et sur l'amour des garçons de l'époque hellénique à l'époque hellénistique dans subjectivité et vérité sont mises en ordre dans l'usage des plaisirs et le souci de soi. Les thèmes de souci de soi, de même période dans l'herméneutique du sujet, s'organisent aussi dans ces deux derniers tomes de l'histoire de la sexualité. Quant au quatrième tome, Foucault dit à la fin des cours sur la parésia en 1984 « J'essaierai peut-être de continuer l'année prochaine, après la philosophie antique, dans le christianisme. Point de départ pour moi, si je continue. Incitation si c'est vous qui les reprenez à votre tour.
Le projet des aveux de chair sur la parésia chrétienne est même annoncé par un projet d'étude dans la deuxième heure de la leçon du 28 mars 1984. A fortiori, l'implication de la parésia chrétienne commence déjà dans du gouvernement des vivants. Elle existe tout au long des recherches dans les 2 tomes sur le gouvernement de soi et des autres. De ce fait, les textes sur lesquels notre recherche de ce livre s'appuie ne concernent pas le premier tome de l'histoire de la sexualité. En revanche, nous ne nous limitons pas sur les 2 tomes apparus de l'histoire de la sexualité. Notre réflexion s'appuie aussi sur les cours au Collège de France du 1981 au 1984. Selon notre lecture de ces 4 années de cours et les 2 tomes apparus de l'histoire de la sexualité, nous trouvons que l'expérience sexuelle, tout comme celle de la folie, est un foyer spécifique et fécond dans les recherches foucaldiennes sur l'histoire du sujet. D'abord, elle est spécifique, comme Foucault le dit dans un article sur Pierre Guyotat en 1970, c'est peut-être la première fois que les rapports de l'individu et de la sexualité sont franchement et décidément renversés. Ce ne sont plus les personnages qui s'effacent au profit des éléments, des structures, des pronoms personnels, mais la sexualité qui passe de l'autre côté de l'individu et cesse d'être assujettie. D'où, la sexualité devient, après la destruction de l'unité de l'individu par les structures historiques et sociales, la seule strate qui reste pour la prévalence du sujet. 7 ans plus tard, Foucault l'affirme dans Non au sexe roi comme le foyer où se noue, en même temps que le devenir de notre espèce, notre vérité de sujet humain. De plus, cette expérience sexuelle est féconde, parce qu'il s'agit des rapports entre sujet et vérité, sujet et pouvoir, sujet et soi-même, qu'il s'agit non seulement du sujet qui comporte les activités sexuelles, mais aussi du sujet qui parle à la fois à soi-même et aux autres, qui se contrôle à la fois par soi-même et par les autres. Quand Foucault demande plusieurs fois dans le 2e tome de l'histoire de la sexualité concernant la modification de son projet, pourquoi le comportement sexuel, les activités et les plaisirs sexuels font-ils l'objet d'une préoccupation morale ? Pourquoi ce souci éthique paraît-il plus important que l'attention morale d'autres domaines ? Les problématisations foucaldiennes de la sexualité conduisent nécessairement à une recherche plus ancienne, à un état de la sexualité plus primitive, à la recherche de l'origine à la fois du pouvoir, de la vérité et du sujet. C'est les époques de l'Antiquité, c'est l'état des aphrodisias, c'est la généalogie de l'éthique. Oui, j'écris une généalogie de l'éthique. La généalogie du sujet comme sujet des actions éthiques, ou la généalogie du désir comme problème éthique. Lorsque les problématisations foucaldiennes de la sexualité sont elles-mêmes spécifiques et complexes, lorsqu'il n'a pas accompli son projet en un livre indépendant comme l'histoire de la folie à l'âge classique et les mots et les choses, mais qu'il avait lancé spontanément les recherches dans ses cours au Collège de France, tout cela nous oblige à réorganiser les problèmes plus ou moins dispersés, rompus et renversés. Pour ces raisons, nous ne suivons pas l'ordre chronologique d'apparition des cours ou des livres de Foucault. Par exemple, concernant les cours sous le titre de la subjectivité et vérité en 1981 qui concernent les recherches précédentes de l'usage des plaisirs et le souci de soi, qui sert plutôt au commencement de son projet sur la généalogie du sujet éthique, nous les mettons au début de nos recherches. Les cours sous le titre de L', herméneutique du sujet en 1982 apparaissent avant ceux du gouvernement de soi et des autres en 1983 et en 1984. Mais ils traitent les problèmes plus systématiques et plus ouverts, nous les mettons à la fin de nos recherches. L'autre raison pour laquelle nous réorganisons ces problématisations dans un ordre non chronologique est que ces dernières recherches de Foucault ont elles-mêmes une structure à la fois claire, chevauchée, transformée et croisée. Il est connu que Foucault divise ses recherches en 3 axes, le savoir, le pouvoir et le sujet, l'axe de la formation des savoirs, l'axe de la normativité des comportements et enfin l'axe de la constitution des modes d'être du sujet. Mais il faut marquer que ces 3 concepts modernes, savoir, pouvoir et sujet, sont essentiellement transformés dans ces dernières recherches. D'une certaine manière, ils ont leurs origines dans le souci de soi, dans les techniques de soi à travers 3 rapports plutôt anciens. Le rapport à la vérité comme mathésis, le rapport aux autres comme mélété et le rapport à soi comme askésis. C'est en considérant ces 3 axes que Foucault fait des remplacements importants. De ce point de vue, nous trouvons que le thème des aphrodisias appartient à ce premier axe, celui des modes de véridiction, le rapport du sujet à la vérité,
c'est-à-dire, la sexualité antique se trouve essentiellement dans le rapport entre le sujet libre de ses comportements sexuels et ses véridictions sur la santé, l'économie, l'amour d'activité masculine et de l'éternité. Ce sont exactement les 4 thèmes dans l'usage des plaisirs et le souci de soi. Pourtant, c'est dans subjectivité et vérité que se trouvent les analyses claires des 2 principes de la perception éthique de l'acte sexuel à l'époque grecque classique, l'isomorphisme socio-sexuel et l'activité qui est transformée par la suite à l'époque hellénistique et romaine. Et c'est cette transformation essentielle qui modifie totalement la sexualité à ces 2 époques antiques, qui apporte les modifications remarquables de l'amour homosexuel à l'amour conjugal dans la culture chrétienne. Ce qui est essentiel dans les aphrodisias n'est pas simplement qu'elles sont une unité indissociable du désir, du plaisir et de l'acte sexuel, mais qu'elles admettent que le sujet du comportement sexuel est un sujet libre, à la fois naturel et social. C'est-à-dire, la liberté du sexe est d'abord une nature du corps, de la relation des corps, surtout du corps masculin qui possède une activité naturelle de la pénétration, de l'érection. Elle est aussi une valeur sociale à l'époque grecque, parce que l'activité de l'homme défend la cité, organise l'économie et fait prospère la race. En respectant cette activité et le principe de l'isomorphisme socio-sexuel, le régime, le mariage et l'ascèse de l'amour des garçons ne s'effectuent qu'à la volonté du sujet libre, c'est-à-dire, il y a des règles, des contraintes à la fois de la nature et de la société, mais c'est toujours la volonté du sujet libre qui décide comment se maîtrise selon les vérités des aphrodisias. Malheureusement, cette culture des aphrodisias à la base du sujet libre s'effondre à partir de l'époque hellénistique et romaine. Quant au 2e axe, celui de la théorie du pouvoir, remplacé par l'analyse historique de la gouvernementalité, autrement dit, le rapport du sujet à soi et aux autres, nous trouvons que c'est le thème de la parésia qui lui convient le mieux. Bien que le thème de la parésia apparaisse pour la première fois chez Foucault dans l'herméneutique du sujet, c'est dans les 2 tomes du gouvernement de soi et des autres que ce thème se développe de manière plus complète et plus généalogique. Il convient de dire que la parésia en tant qu'élément de la direction de la conscience, qui fait partie des recherches de plusieurs thèmes dans l'herméneutique du sujet, est la raison pour laquelle Foucault continue à étudier pendant les 2 années suivantes la parésia dans une analyse historique plus complète. C'est pour cette raison d'organisation des thèmes que nous séparons les 2 textes, l'herméneutique du sujet et gouvernement de soi et des autres, qui concernent la parésia. D'un côté, nous examinons premièrement et particulièrement la parésia dans le chapitre 2 de la 3e partie, en le considérant comme un thème qui concerne la gouvernementalité. De l'autre côté, nous examinons deuxièmement l'herméneutique du sujet en tant qu'un texte qui concerne le 3e axe des recherches foucaldiennes, celui de la théorie du sujet, autrement dit, le rapport du sujet à soi, les techniques de soi, le souci de soi. À propos de la parésia dans sa propre généalogie dans l'Antiquité, il s'agit d'une histoire de la parésia de Périclès, en passant par Socrate et Platon, jusqu'au Cynique. La raison pour laquelle la parésia sert aux techniques de gouvernementalité est qu'il s'agit du discours vrai, de la liturgie, de la véridiction du sujet. De nos jours, il est susceptible de comprendre la parésia comme un simple discours en forme du langage ou l'acte isolé de parler. Mais il est beaucoup plus compliqué. Dans la parésia de Périclès, il s'agit d'un rectangle constitutif. La démocratie comme sommet constitutionnel, la supériorité comme sommet du jeu politique, le discours de vérité comme sommet de la vérité, la joute ou le risque comme sommet du courage. Ces éléments constitutionnels, politiques, épistémiques et éthiques sont nécessaires pour la parésia car sans l'un, les autres ne constituent qu'une fausse ou mauvaise parésia dans le domaine politique. Quant à la parésia de Socrate, lorsque la parésia politique, strictement dans le domaine politique, c'est-à-dire le discours vrai à l'Assemblée, il s'agit de la parésia éthique. Cela est révélé dans ce que Foucault appelle le cycle de la mort de Socrate concernant les textes comme l'apologie de Socrate, Criton, Phédon et l'interprétation du Mésilienne de la dernière phrase de Socrate. Criton, nous devons un coq à Asclépios. Payez la dette, n'oubliez pas. Pour Socrate, la mauvaise démocratie ressemble à la mauvaise monarchie, elle ne mérite pas de la parésia au risque de la mort. En revanche, la parésia en tant que pratique de la préoccupation, de la pratique en général de s'occuper, de prendre les choses en main par soi-même,
de ne pas se laisser orienter ou dominer par les autres, d'être un homme viril qui décide de ses propres affaires, d'avoir sa propre subjectivité, d'être un sujet de soi-même, elle mérite à la fois de vivre et de mourir. Cette tradition de la parésia éthique se développe par la suite chez Platon comme parésia du sujet philosophique, et chez les cyniques comme parésia du sujet qui vit le vrai, l'origine de la subjectivité révolutionnaire et l'esprit d'art moderne. Ce cycle de la mort de Socrate est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous examinons l'herméneutique du sujet à la fin. Cela est sans doute aussi l'une des raisons pour lesquelles, après les actions politiques dans les années 1970, Foucault retourne à la recherche de la généalogie du sujet éthique. Je serais assez d'accord pour dire qu'en effet ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus la morale que la politique ou en tout cas la politique comme une éthique. Cette politique comme une éthique se manifeste dans les analyses foucaldiennes sur l'Alcibiade, où le souci de soi, la préoccupation et la pratique de soi, autrement dit, le gouvernement de soi est une condition du gouvernement des autres, comme Foucault le dit, la nécessité de se soucier de soi est liée à l'exercice du pouvoir. Or, la fameuse transformation de l'épiméléia au tout dans le sens de Socrate lui-même, au gnotis au ton dans le sens de Platon révèle une différence essentielle entre le soi-âme et le soi-bio. Cette différence est la différence entre l'Alcibiade et le Lachès, entre le Platon tardif et le Platon socratique. Le souci de soi bio exige toujours le gnotis auton, mais c'est une connaissance indexée au problème du bio, de la vie. Au lieu d'être conçue par la contemplation mystérieuse de l'âme à travers un miroir discursif, métaphysique et impératif de la divinité, de la vérité absolue qui demande la soumission totale, elle est conçue par l'épreuve, l'examen, l'exercice de l'homme lui-même, elle repose sur lui seulement comme un choix de vie. Ce bio indique un concept de vie qualifiable, dont il y a certaines manières de la mener et de la conduire qui la rendent heureuse ou malheureuse, bonne ou mauvaise. C'est la vie, avec ses accidents, avec ses nécessités, mais c'est aussi la vie telle qu'on peut la faire soi-même, la décider soi-même, sous l'angle de ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. C'est pour cette raison que Foucault souligne que le bio, c'est la subjectivité grecque. Cette subjectivité est une sorte de gouvernement athlité, comme dans le domaine des aphrodisias, la vraie gouvernementalité n'appartient qu'à l'homme libre, à l'homme qui peut choisir sa manière de vivre selon la vérité donnée. Mais il y a un problème de l'usage de cette subjectivité. Quand il s'agit de la gouvernementalité de soi, le soi bio comme la vie humaine, cet usage est une liberté qui choisit son propre mode d'être. Quand il s'agit de la gouvernementalité des autres, les autres comme la vérité divine ou la vérité d'une certaine société ou historicité, ce domaine du souci de s'occuper deviendra une subjectivité désastreuse et un triomphe du pouvoir pastoral, social ou historique. L'autre raison pour laquelle nous mettons la réflexion sur l'herméneutique du sujet à la fin est qu'elle concerne une complète dimension de la structure de pouvoir-savoir-sujet. Le souci de soi est une sorte d'usage de la subjectivité comme fonction de gouvernementalité. La conversion à soi est celle d'une fonction de véridiction et l'ascésis de soi est celle d'une fonction de spiritualité. Ce premier usage se trouve à l'époque grecque, ces deux derniers se situent à l'époque hellénistique et romaine. C'est-à-dire, la subjectivité à l'époque grecque et la gouvernementalité à la fois de soi et des autres, l'épiméléia demande à s'occuper à la fois de soi et des autres, autrement dit de la cité. Le salut de la cité est aussi une sorte de salut de soi. Quant à l'époque hellénistique et romaine, le souci de soi n'a qu'un but unique de soi, qu'une récompense définitive du souverain de soi par soi. La seule chose qu'un sujet qui veut sortir son statut de non-sujet où l'individu ne peut pas vouloir comme il faut, peut vouloir librement, absolument et toujours, c'est le soi. D'où, la pédagogie de la pratique de soi, de l'art de vivre peut être généralisée pour tout le monde, mais le salut ne dépend que de soi. À tel point, il n'y a plus la politique de la cité et le salut par la cité, il n'y a que la politique individualisée et le salut par soi. Et ce salut de soi par soi se réalise chez les hellénistiques et romains par l'ascésis. Ces exercices ont deux buts, mise en connaissance et mise en œuvre du discours vrai. Cette première est une éthique, une attitude, un usage cathartique de la subjectivité. Toutes les règles de la pratique de soi ne servent qu'à la connaissance de la vérité. Cette dernière est un ethos, une épreuve, un usage politique de la subjectivité, il s'agit de la modification réelle du mode d'être. Ainsi, nous traitons cette histoire antique de la subjectivité en groupant les problèmes autour de ces trois axes.
rapport à la vérité, rapport aux autres, rapport à soi. Chaque chapitre poursuit les transformations et les enchaînements des problèmes selon les trois périodes, l'hellénique, l'hellénistique et le chrétien. Lorsque ni ces trois axes ni ces trois périodes ne sont nettement indépendants et isolés, cette manière de disposer des problèmes n'est là que pour la commodité ou même la possibilité du discours. Pour terminer cette introduction, nous invitons le lecteur à nous rejoindre, comme nous rejoignons Foucault, non pas par la connaissance du sujet qui est rendue possible par la structure ou l'historicité du savoir, mais par la mise en œuvre de la subjectivité et de la liberté du cogito. Première partie, Aphrodisia et les modes de véridiction, rapport à la vérité. L'analyse historique de la sexualité dans les cours au Collège de France en 1981 et dans les 2 derniers volumes de l'histoire de la sexualité est considérée par Foucault comme un exemple privilégié et une surface de réfraction sur le thème des relations entre subjectivité et vérité. À partir de ses recherches précédentes des expériences comme celle de la folie, de la maladie, de la mort et du crime, cette nouvelle expérience privilégiée révèle pourtant des singularités dans l'histoire de la subjectivité. L'expérience de la sexualité n'est pas comme celle de la folie, de la maladie, de la mort et du crime qui sont jugées par les autres et de l'extérieur. La vérité de la sexualité ne manifeste que par le sujet lui-même, par le dire vrai sur soi-même. Elle est plus souvent jugée par le sujet sur lui-même. C'est autour de la pratique de l'aveu que le discours vrai sur la subjectivité s'est organisé. Alors pourquoi le sujet peut-il et doit-il juger sa sexualité par lui-même ? D'où provient la vérité de la sexualité ? Ou encore, qu'est-ce que la vérité de la sexualité, autrement dit, une possibilité du discours vrai sur soi-même ? La réponse rapporte effectivement à la deuxième singularité. La sexualité n'est pas comme les autres expériences qui sont complètement négatives, elle est à la fois de refus et d'acception, de valorisation et de dévalorisation. Elle incite, d'une part, le fameux débat sur la question, celui qui est appelé à la contemplation de la vérité ou à un rapport privilégié avec Dieu, doit-il se marier ou non ? Elle est d'autre part, le domaine principal des arts de vivre ou des techniques de soi depuis l'Antiquité et sans doute jusqu'à nos jours, le souci de soi, la maîtrise de soi et le salut de soi vers lesquels les arts de vivre s'orientent posent nécessairement la question de l'activité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.